Chapitre 14. Ça, c'était de vraies conquêtes. Nous avions cru que nos poursuivants, les hommes singes, ignoraient tout de notre cachette au milieu des buissons, mais nous découvrîmes rapidement notre erreur. La forêt était silencieuse, pas une feuille ne bougeait sur les arbres, et tout était paisible autour de nous. Mais notre première aventure aurait dû nous apprendre de quelle ruse et de quelle patience ces créatures pouvaient faire preuve lorsqu'il s'agissait de guetter une proie et d'attendre le moment propice. Quel que soit le destin que la vie me réserve, je suis sûr que jamais je ne frôlerai la mort d'aussi près que ce matin-là. Mais laissez-moi vous raconter les événements dans le bon ordre. Nous nous réveillâmes épuisés, après les terribles émotions et la maigre nourriture de la veille. Summerlee était encore si faible qu'il avait du mal à tenir sur ses jambes, mais le tempérament hargneux du vieil homme lui conférait le courage de ne jamais s'avouer vaincu. Après concertation, il fut décidé que nous attendrions là où nous étions sans faire de bruit, que nous prendrions enfin un déjeuner digne de ce nom, puis nous nous mettrions en route à travers le plateau en contournant le lac central, jusqu'à ce que nous arrivions aux cavernes dans lesquelles, si mes observations étaient bonnes, vivaient les Indiens. Nous comptions sur nos protégés pour faire les présentations et s'assurer qu'on nous réserve un bon accueil. Ensuite, ayant accompli notre mission et complété nos connaissances sur les secrets de la terre de Mapplewhite, nous devrions nous consacrer à la question vitale, comment sortir de là et revenir chez nous. Même Challenger voulait bien admettre que nous avions atteint le but de notre voyage et que désormais, la priorité était de rejoindre la civilisation afin de rapporter les découvertes stupéfiantes que nous avions faites. Nous eûmes tout le loisir d'observer les Indiens que nous avions emmenés avec nous. Ils étaient petits, minces et souples, énergiques et bien bâtis, avec de longs cheveux noirs noués derrière la tête en un chignon retenu par une lanière, faite du même cuir que le pagne qu'ils portaient autour des reins. Leur visage était dépourvu de pilosité, harmonieux et avenant. Leurs lobes d'oreilles étaient ensanglantés et déchirés, preuve qu'ils avaient été percés pour porter des ornements que leurs ravisseurs avaient arrachés. Nous n'entendions rien à leur langue, mais ils se parlaient entre eux avec aisance, et comme ils se montrèrent du doigt à plusieurs reprises en prononçant le mot « Akala », nous en déduisîmes que c'était le nom de leur peuple. Parfois, avec des expressions de peur et de haine, ils brandissaient le poing vers la forêt et s'écriaient « Doda! Doda !» un terme qui désignait sûrement leurs ennemis. « Que pensez-vous d'eux, Challenger ?» demanda Lord John. « Une chose me paraît très claire. Le petit gars qui est à l'avant du crâne rasé est certainement leur chef. » En effet, de toute évidence, cet homme jouissait d'un statut différent, et les autres ne s'adressaient jamais à lui sans faire preuve d'un profond respect. Aussi, il était visiblement le plus jeune de tous, et pourtant d'un esprit si noble et si fier que, lorsque Challenger posa ses grosses mains sur sa tête, il se déroba comme un cheval fougueux, et avec une étincelle dans son regard sombre, il s'éloigna du professeur. Puis, plaçant sa main sur son cœur et avec beaucoup de dignité, il prononça plusieurs fois le mot « Maretas ». Le professeur, nullement décontenancé, attrapa un autre Indien par l'épaule afin d'entamer un cours magistral, comme s'il faisait un exposé sur un spécimen de plantes vertes devant une classe d'élèves. « Ces gens appartiennent à un type, fit-il de sa voix de stentor, que l'on ne peut considérer comme inférieur si l'on se réfère à la capacité crânienne, l'angle facial ou tout autre critère. Au contraire, il faut les classer bien plus haut sur l'échelle des espèces que d'autres tribus sud-américaines que je pourrais mentionner. Par ailleurs, un tel gouffre sépare les hommes singes des animaux préhistoriques qui ont survécu sur ce plateau, qu'il est inadmissible de penser qu'ils aient évolué là où ils vivent actuellement. »« Mais alors, comment diable ont-ils pu atterrir ici ?» demanda Lord John. « Cette question fera sûrement l'objet de débats passionnés au sein de toutes les sociétés savantes d'Europe et d'Amérique, » répondit le professeur. « Personnellement, mon modeste point de vue sur la situation... » Disant cela, il bomba son énorme torse et porta un regard suffisant sur l'assistance. « C'est que, vu les conditions particulières de ce pays, l'évolution est parvenue au stade des vertébrés, ce qui a permis aux anciennes espèces survivantes de côtoyer les nouvelles. Ainsi, nous trouvons des créatures récentes comme le tapir, un animal au pédigré respectable, le grand cerf et le fourmilier, en compagnie de formes reptiliennes du Jurassique. Quelle conclusion un esprit scientifique peut-il en tirer ? La seule explication que je vois, c'est une invasion extérieure au plateau. Il devait exister en Amérique du Sud un singe anthropoïde qui, dans les années passées, a trouvé un passage jusqu'ici, et il a évolué pour donner les créatures que nous avons vues. D'ailleurs, certaines d'entre elles...
Disant cela, il me fixa du regard. Possèdent une stature et une morphologie qui, si elles avaient pu bénéficier de l'intelligence adéquate, auraient produit, je n'ai pas peur de le dire, une race supérieure. Quant aux Indiens, je suis persuadé que ce sont des immigrants d'en bas. Sous la pression de la famine ou d'une invasion, ils se sont frayés un chemin jusqu'ici. Confrontés aux féroces créatures qu'ils voyaient pour la première fois, ils se sont réfugiés dans les cavernes décrites par notre jeune ami, mais ils ont eu affaire à forte partie avec les bêtes sauvages, et plus spécialement les hommes singes, qui les considéraient comme des intrus, et leur livraient une guerre sans pitié, en faisant preuve d'une ruse, dont les plus gros animaux étaient incapables. Voilà pourquoi ils sont peu nombreux. Eh bien, gentlemen, pensez-vous que j'ai résolu l'énigme, ou avez-vous des questions sur un point précis? Pour une fois, le professeur Summerlee était trop abattu pour argumenter, même s'il secouait la tête violemment en signe de profond désaccord. Lord John passa la main dans sa maigre chevelure, en disant simplement qu'il ne se sentait pas de taille à relever le défi. Pour ma part, je jouai mon rôle habituel qui consistait à revenir à des sujets plus terre-à-terre, en faisant remarquer qu'un des Indiens avait disparu. « Il est allé chercher de l'eau, » dit Lord Roxton. « Nous lui avons donné une boîte de corned beef vide et il est parti. » « À l'ancien campement ?» demandai-je. « Non, au ruisseau, c'est là-bas, derrière les arbres, à quelques centaines de mètres d'ici, tout au plus. Mais le pauvre diable prend sûrement son temps. »« Je vais aller le chercher, » dis-je. Je ramassai ma carabine et pris tranquillement le chemin du ruisseau, laissant mes amis préparer le maigre déjeuner. Cela peut vous paraître imprudent que, même sur une distance aussi courte, j'ai quitté l'abri de notre confortable massif de végétation. Mais rappelez-vous que nous étions à de nombreux kilomètres de Singeville, et que jusqu'à preuve du contraire, les créatures n'avaient pas découvert notre refuge, et de toute façon, avec un fusil dans les mains, ils ne me faisaient pas peur. Mais je n'avais pas encore appris à quel point ils étaient forts et rusés. Je pouvais entendre le murmure de notre ruisseau quelque part devant moi, mais il était caché par un enchevêtrement d'arbres et de buissons. Je le traversai jusqu'à un point où je ne voyais plus mes camarades, quand juste à côté d'un arbre, je remarquai quelque chose de rouge, tassé sous un fourré. Je m'approchai, et alors là, j'éprouvai un choc. C'était le corps de l'Indien disparu. Il était couché sur le flanc, les membres étirés, la tête tournée selon un angle impossible, si bien qu'il paraissait regarder par-dessus son épaule. Je poussai un cri pour avertir mes amis que quelque chose n'allait pas, et je courus jusqu'au cadavre près duquel je m'accroupis. Mon ange gardien devait être près de moi à ce moment-là, car une peur instinctive, ou peut-être un frémissement dans les feuilles, me fit lever la tête. Dépassant du feuillage juste au-dessus de moi, 2 longs bras musclés recouverts de poils roux descendaient lentement. Une seconde de plus, et sans que je m'en aperçoive, les mains gigantesques auraient été autour de mon cou. Je bondis en arrière, mais malgré mes réflexes, ces mains furent plus rapides encore. Grâce à mon geste soudain, elles avaient manqué leur prise fatale, mais l'une d'elles m'attrapa la nuque et l'autre la figure. Je tentai de protéger mon cou avec mes mains, mais l'énorme patte lâcha aussitôt mon visage pour se refermer sur elle. Peu à peu, j'étais soulevé de terre, et une pression infernale me tirait la tête en arrière. Un peu plus, encore un peu plus, jusqu'à ce que la tension sur mes vertèbres cervicales dépasse ce que je pouvais supporter. J'allais perdre conscience, mais dans un dernier effort, je forçai la main à lâcher mon menton. En regardant au-dessus de moi, je vis une face horrible au regard d'un bleu glacial, impitoyable, qui plongeait dans le mien. Ces terribles yeux avaient quelque chose d'hypnotique. Je n'arrivais plus à lutter. Sentant que je faiblissais sous sa prise, la créature esquissa un rictus immonde, dévoilant 2 canines luisantes, et la pression s'accentua davantage sur mon menton, le tirant encore plus en arrière. Un halo de brume scintillante se forma devant mes yeux, et le son argentin d'un carillon retentit à mes oreilles. C'est à peine si j'entendis résonner le bruit lointain d'un coup de fusil, après quoi j'eus la vague impression de heurter le sol, et je restai là, inconscient et immobile. Lorsque je repris conscience, j'étais allongé sur l'herbe qui tapissait notre tanière sous les buissons. Quelqu'un avait rapporté l'eau du ruisseau dont Lord John se servait pour m'asperger la tête, tandis que Challenger et Summerlee me soutenaient en affichant des mines consternées. Pendant 1 seconde, j'aperçus la sensibilité humaine qui se cachait derrière leur masque de savant. Mon évanouissement était plus la conséquence d'un état de choc que d'une réelle blessure, et au bout d'une demi-heure, malgré un mal de tête et un torticolis, j'étais assis et prêt à agir. « On peut dire que c'était -1, mon petit gars, » dit Lord Roxton. « Quand je vous ai entendu crier, j'ai piqué un sprint, et là, j'ai vu votre tête à moitié dévissée et vos pattes au gaz qui pédalaient dans le vide.
je me suis dit qu'il était trop tard. Dans ma précipitation, j'ai manqué l'animal, mais il vous a relâché vivant et il a filé comme l'éclair. Tonnerre de Dieu! J'aimerais bien avoir 15 hommes armés de fusils avec moi. J'irais faire le ménage chez cette bande de démons, et on laisserait le pays un peu plus propre qu'on ne l'a trouvé en arrivant. Désormais, il était clair que les hommes singes nous avaient repérés, et que nous étions surveillés de près. Durant le jour, nous ne risquions pas grand-chose d'eux, mais il était fort probable qu'ils nous attaquent durant la nuit. Aussi, plus vite nous mettrions de la distance entre eux et nous, mieux ce serait. La forêt nous entourait sur 3 côtés, et c'était le terrain idéal pour une embuscade. Mais sur le 4e côté, celui qui descendait graduellement vers le lac, il n'y avait que des broussailles de faible hauteur, des arbres dispersés et quelques prairies. En fait, c'était la route que j'avais suivie lors de mon voyage solitaire, et elle menait tout droit aux cavernes des Indiens. Pour toutes ces raisons, nous devions prendre ce chemin. Notre plus grand regret fut d'abandonner l'ancien campement, pas seulement à cause des provisions qui restaient là-bas, mais surtout parce que nous perdions le contact avec Zambo, notre seul lien avec le monde extérieur. Cependant, nous avions une bonne réserve de munitions et tous nos fusils, donc pour quelque temps au moins, nous aurions de quoi nous défendre, et nous gardions l'espoir de venir reprendre nos échanges avec notre fidèle serviteur. Il avait promis qu'il resterait sur place, et nous étions sûrs qu'il tiendrait parole. Nous commençâmes notre périple en début d'après-midi. Le jeune chef avançait en tête et nous servait de guide, mais il refusa tout net de porter le moindre fardeau. Derrière lui marchaient les 2 Indiens survivants, chargés de nos maigres possessions. Nous, les 4 blancs, formions l'arrière-garde, et nous suivions avec nos fusils chargés, prêts à tirer. Nous nous mîmes en route, et c'est alors que, brisant le profond silence de la forêt, retentit un grand ululement des hommes singes. Cela pouvait être un cri de victoire dû à notre départ, ou des huées de mépris devant notre fuite. Nous regardâmes derrière nous et ne vîmes que le rideau épais des arbres, mais ce long hurlement nous disait le nombre d'ennemis qui s'y étaient cachés. Cependant, il n'y eut aucun signe de poursuite, et bientôt nous arrivâmes en terrain découvert. Nous étions hors d'atteinte. Je traînais la patte à l'arrière de notre groupe des 4, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant l'allure de mes 3 compagnons devant moi. Était-ce le resplendissant Lord John Roxton qui était assis ce fameux soir à l'Albanie, au milieu de ses tapis persans et de ses tableaux, dans le halo rougeâtre de ses lampes stylées? Et n'était-ce pas l'imposant professeur qui s'était rengorgé derrière le grand bureau de son impressionnant cabinet d'études à Enmore Park? Et pour finir, était-ce possible que ce soit le personnage austère et guindé qui s'était levé devant l'assistance à l'Institut de zoologie? 3 vagabonds comme ceux qui traînent à Surrey Lane n'auraient pu avoir l'air plus misérable ni plus débraillé. Pourtant, nous n'étions sur le plateau que depuis 1 semaine et quelques, mais tous nos habits de rechange se trouvaient dans le campement du bas, et la semaine en question avait prélevé un lourd tribut sur nos personnes, même si, pour ma part, j'avais eu la chance de ne pas endurer les mauvais traitements des hommes singes. Tous mes amis avaient perdu leurs chapeaux et les avaient remplacés par des mouchoirs noués sur leurs têtes. Leurs vêtements n'étaient plus que des guenilles, et leurs visages crasseux étaient méconnaissables sous une barbe de 8 jours. Summerlee et Challenger boitaient fortement. Quant à moi, la faiblesse rendait ma progression laborieuse depuis le choc de ce matin, et ma nuque, raide comme une planche, se ressentait encore de la poigne meurtrière qui avait failli la briser. Nous formions vraiment une équipe pitoyable, et je n'étais pas surpris de voir, de temps à autre, nos compagnons indiens jeter des coups d'œil dans notre direction, tandis que l'horreur et la stupéfaction se lisaient sur leurs visages. Tard dans l'après-midi, nous atteignîmes le bord du lac, et lorsque nous émergeâmes des buissons et vîmes le miroir liquide qui s'étendait devant nous, nos amis indigènes poussèrent un cri de joie et pointèrent du doigt avec enthousiasme. C'était vraiment un spectacle merveilleux qui s'offrait à nos regards. Sur la surface miroitante, une impressionnante flottille de canoës glissait vers l'endroit où nous étions. Ils étaient distants de plusieurs kilomètres quand nous les aperçûmes, mais ils avançaient à grande vitesse, et bientôt les rameurs furent assez près pour distinguer nos physionomies. Aussitôt, ils poussèrent une clameur retentissante et se levèrent dans leurs embarcations, agitant les rames et les lances avec frénésie. Enfin, reprenant leur effort, ils fendirent les eaux qui nous séparaient d'eux, amarrèrent leurs canoës sur la pente sableuse, se précipitèrent vers nous, puis ils acclamèrent leur jeune chef en se jetant à ses pieds. Après quoi, nous vîmes le plus âgé d'entre eux, paré d'un collier et d'un bracelet en grosses perles de verre poli, une peau d'animal tachetée d'une belle couleur ambre jetée sur ses épaules, courir embrasser avec émotion le jeune que nous avions sauvé. Tout en nous regardant, il se mit à poser des questions, puis, avec une grande dignité, il fit un pas en avant et donna l'accolade à chacun d'entre nous. Ensuite, sur son ordre, la tribu entière se prosterna devant nous comme elle l'avait fait devant son chef.
Personnellement, je me sentis intimidé et mal à l'aise de faire l'objet d'une telle adoration, et je lus le même sentiment sur les visages de Roxton et Summerlee, mais Challenger s'épanouit comme une fleur au soleil. « Ils ont beau être sous-développés, » dit-il en caressant sa barbe et en jetant des regards alentour. « Leur bonne manière en présence de supérieurs donnerait une bonne leçon à certains Européens soi-disant plus cultivés. Cela peut paraître étrange, mais l'homme naturel possède un instinct qui ne le trompe pas. » Il était clair que les indigènes étaient sur le sentier de la guerre, car chaque homme portait une lance, un long bambou terminé par une pointe en os, son arc et ses flèches, et un gourdin ou une hache de pierre accrochée à sa ceinture. Les regards sombres et courroucés qu'ils lançaient vers la forêt que nous avions traversée, et le mot Doda, répété maintes fois, faisaient clairement voir que cette équipe avait été réunie pour sauver ou venger celui qui apparaissait comme le fils du vieux chef. Alors, toute la tribu se réunit en cercle pour tenir un conseil, et assis à l'écart sur une plaque de basalte, nous les observâmes. 2 ou 3 guerriers prirent la parole, et pour finir, notre jeune ami fit une harangue véhémente, avec des expressions de visage et des gestes si éloquents que nous comprîmes ce qu'il disait aussi clairement que s'il avait parlé notre langue. « À quoi bon retourner chez nous ?» dit-il. « Tôt ou tard, il faudra le faire. Vos compagnons ont été assassinés. Et même si ma vie est sauve, eux sont morts. Nous ne serons jamais en sécurité. Nous sommes rassemblés et prêts à nous battre. » Puis il pointa son doigt vers nous. « Ces hommes étranges sont nos amis. Ce sont de puissants combattants, et ils détestent les hommes singes tout autant que nous. Ils commandent, et là il montra le ciel, au tonnerre et à la foudre. Quand verrons-nous une telle chance se présenter à nouveau? Allons-y, nous mourrons en braves ou nous vivrons libres. Sinon, oserez-vous retourner vers vos femmes le cœur plein de honte? » Les petits guerriers rouges étaient suspendus aux lèvres de l'orateur, et quand il eut fini son discours, ils l'acclamèrent en brandissant leurs armes primitives. Le vieux chef vint nous trouver, l'air interrogatif, tout en faisant un geste de la main qui désignait la forêt. Lord John lui fit signe d'attendre la réponse, et il se tourna vers nous. « Bon, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, » dit-il. « Pour ma part, j'ai un score à égaliser avec cette bande de singes, et s'ils doivent disparaître, je ne vois pas qui s'en plaindrait. Je pars avec nos petits copains rouges, histoire de voir comment ils se battent. Quelle est votre réponse, petit gars ? » « Je viens, évidemment. Et vous, Challenger ? » « Vous bénéficiez de mon entière coopération. » « Et vous, Summerlee ? » « J'ai l'impression que nous nous éloignons quelque peu de l'objectif de cette expédition, Lord John. Je puis vous garantir que, lorsque j'ai quitté ma chaire à l'université de Londres, il n'était nullement dans mes projets d'être à la tête d'une bande de sauvages qui partent à l'assaut d'une colonie de singes anthropoïdes. »« Nous en sommes réduits à cette extrémité, » dit Lord John en souriant. « Et nous partons maintenant. Alors, qu'est-ce que vous décidez ? » « Cela me paraît être une démarche extrêmement discutable, » répondit Summerlee, qui ne pouvait s'empêcher d'ergoter jusqu'à la dernière minute. « Mais si vous y allez tous, je ne vois pas très bien comment je pourrais rester ici. »« Alors l'affaire est réglée, » dit Lord John, et se tournant vers le chef, il hocha la tête en frappant la crosse de son fusil. Le vieil homme prit les mains de chacun de nous tour à tour dans les siennes, tandis que ces hommes poussaient des acclamations enthousiastes. Il était trop tard pour voyager de nuit, aussi les Indiens firent-ils un bivouac. De tous côtés s'élevèrent les flammes et la fumée des feux de camp. Certains indigènes qui avaient disparu dans la jungle revinrent en poussant devant eux un jeune iguanodon. Tout comme les autres, il avait une tache d'asphalte sur l'épaule, et alors qu'un des indigènes s'avançait avec des airs de propriétaire et donnait son consentement pour que la bête soit tuée, nous comprîmes enfin que ces immenses créatures leur appartenaient, au même titre qu'un troupeau de bétail, et ces symboles qui nous avaient tant intrigués n'étaient rien d'autre que la marque du propriétaire. Sans défense, placide et végétarien, pourvu de membres imposants mais d'un cerveau minuscule, un enfant pouvait les rassembler et les conduire. En quelques minutes, l'énorme bête fut découpée, et bientôt de grosses tranches grésillèrent au-dessus d'une douzaine de feux de camp, en plus des morceaux d'un grand poisson aux écailles luisantes qui avait été harponné dans le lac. Summerlee s'était allongé et il dormait à même le sable, mais le reste d'entre nous alla flâner au bord de l'eau, toujours avide d'apprendre plus de choses sur ce pays extraordinaire. Par 2 fois, nous vîmes des nappes d'argile bleue, la même que celle du marais des ptérodactyles. C'étaient d'anciennes bouches volcaniques, et pour une raison quelconque, elles semblaient fasciner Lord John. D'un autre côté,
Challenger était attiré par les remous et les gargouillis d'un geyser de boue à la surface duquel de grosses bulles venaient crever en laissant échapper un gaz étrange. Il y enfonça une canne de roseau, et il s'exclama comme un enfant ravi quand il put, en craquant une allumette, provoquer une petite explosion tandis qu'une flamme bleue s'échappait de l'extrémité du tube. Mais son bonheur fut complet lorsque, appliquant une gourde en cuir à un bout du roseau et la remplissant de gaz, il réussit à l'envoyer dans les airs. Un gaz inflammable et bien plus léger que l'air. À mon avis, il doit contenir une bonne proportion d'hydrogène pur. Mon jeune ami, GEC, a encore quelques tours dans son sac, et il se pourrait que je vous montre comment un esprit supérieur modèle la nature selon ses désirs. Gonflé d'importance d'avoir quelques plans secrets, il refusait d'en dire plus. Pour moi, sur ce rivage, rien n'était plus beau que les eaux miroitantes qui s'étendaient devant nous. Notre nombre et le bruit que nous faisions avaient fait fuir toutes les créatures vivantes, et à l'exception d'un vol de ptérodactyles qui tournoyaient dans le ciel à la recherche de quelques charognes, le campement était paisible. Mais il en allait tout autrement sur les eaux teintées de rose du lac. Il bouillonnait et s'agitait d'une vie incroyable. De grands dos gris ardoise et de hautes nageoires épineuses fendaient sa surface dans un jaillissement d'écume argentée avant de s'enrouler sur l'onde pour regagner les profondeurs. Au loin, les rives étaient constellées de formes rampantes primitives, de gigantesques tortues, d'étranges sauriens, et une grande créature aplatie qui, telle une plaque de cuir noir luisant, progressait cahin-caha vers le lac avec maintes palpitations, ondulations et grandes claques humides sur la pente sablonneuse. Ici et là, d'énormes serpents transperçaient l'eau de leur tête, puis avançaient rapidement en poussant une collerette d'écume qui se refermait derrière eux en un sillage torsadé, et leurs coups sinueux avaient la grâce d'un cygne. L'une de ces créatures hissa sur le sable de la rive un abdomen ventru, flanqué de larges ailerons, et se dandina à quelques centaines de mètres de notre point d'observation. Alors, Challenger et Summerlee vinrent nous rejoindre pour entamer leur duo de stupéfaction émerveillée. « Plésiosaure! Un plésiosaure d'eau douce !» s'écria Summerlee. « Dire que j'aurais vécu assez longtemps pour voir un tel spectacle! Nous sommes bénis, mon vieux Challenger, parmi tous les zoologistes de la Terre, nous sommes bénis !» À la nuit tombée, lorsque les feux de nos alliés indigènes rougeoyèrent dans l'obscurité, nous pûmes enfin sortir nos deux savants de leur fascination pour ce monde primitif. Même au cœur de la nuit, tandis que nous étions couchés sur la grève, de temps à autre, nous entendions l'une de ces énormes créatures grogner ou plonger dans le lac. Dès la première aube, le campement s'agita, et 1 heure plus tard, nous étions en route pour cette expédition mémorable. J'avais souvent rêvé qu'un jour je serais correspondant de guerre, mais quelle imagination délirante aurait pu concevoir que je sois l'envoyé spécial d'une telle campagne. Voici donc ma première dépêche depuis un champ de bataille. Nous étions plus nombreux grâce à l'arrivée de troupes fraîches d'indigènes en provenance des cavernes, et quand nous nous mîmes en mouvement, notre force s'élevait à 400 ou 500 hommes. Une ligne d'éclaireurs fut envoyée en avant, et derrière eux, une puissante colonne armée gravit le terrain broussailleux en pente jusqu'à parvenir en bordure de forêt. Là, les hommes se déployèrent en une longue rangée de porteurs de lances et d'archers. Roxton et Summerlee prirent position sur le flanc droit, tandis que Challenger et moi occupâmes la gauche. Nous partions en guerre avec une armée de l'âge de pierre, équipée du nec plus ultra des armureries de St. James Street et du Strand. Notre ennemi ne se fit pas attendre très longtemps. Une clameur sauvage, hystérique, retentit dans les bois, et soudain, un détachement d'hommes-singes se précipita sur le centre de la ligne des Indiens avec des gourdins et des pierres. Ce fut un assaut courageux mais stupide, car ces grandes créatures aux jambes arquées étaient lentes à se déplacer, tandis que leurs adversaires étaient vifs comme des félins. Ce fut horrible de voir ces brutes féroces, écumant de rage et des éclairs dans les yeux, se ruer sur leurs ennemis insaisissables et les manquer invariablement, tandis que les flèches se plantaient dans leur cuir épais les unes après les autres. Un grand gaillard passa près de moi en rugissant de douleur, une douzaine de traits plantés dans ses flancs et sa poitrine. Pris de pitié, je lui logeai une balle dans le crâne, et il s'affala au milieu des aloès. Mais ce fut le seul coup tiré, car l'attaque avait eu lieu au centre de la ligne, et les Indiens n'eurent besoin d'aucune aide pour les repousser. De tous les hommes singes qui étaient montés à l'assaut en terrain découvert, je ne pense pas qu'un seul retourna se mettre à l'abri. Mais sous les arbres, il y eut un engagement mortel. Car environ 1 heure après que nous ayons pénétré dans la forêt, nous livrâmes un combat désespéré en ayant le plus grand mal à tenir nos positions. Jaillissant des buissons,
Les hommes singes brisèrent les lignes des Indiens avec leurs énormes massues, et souvent, ils arrivaient à en abattre 3 ou 4 avant qu'eux-mêmes ne tombent sous les lances. Tout ce qui passait à portée de leur coup effroyable était pulvérisé. L'un d'eux réduit en miettes la carabine de Summerlee, et le suivant lui aurait sans doute broyé le crâne si un Indien n'avait transpercé la bête en plein cœur. D'autres hommes singes dans les arbres nous lançaient des pierres et des rondins de bois, et parfois ils se précipitaient sur nos rangs et combattaient furieusement jusqu'à ce qu'ils finissent par être abattus. À un moment, nos alliés rompirent les rangs sous la pression, et sans l'hécatombe réalisée par nos fusils, ils eussent sans doute pris leurs jambes à leur cou. Mais ils furent bravement ralliés par leur vieux chef, et reprirent le combat avec une telle fougue que, à leur tour, les hommes singes commencèrent à reculer. Summerlee n'avait plus d'armes, mais je tirais coup sur coup, et sur l'autre flanc, nous entendions les détonations répétées des fusils de nos camarades. Et puis d'un seul coup, ce fut la panique et la débandade. Poussant toutes sortes de hurlements, les grandes créatures fuirent en tous sens à travers les buissons, tandis que nos alliés poussèrent des cris de victoire avant de se mettre à poursuivre leurs ennemis. Toutes les querelles ancestrales, toute la haine et la cruauté dont ils avaient été l'objet dans le passé, tous les souvenirs de sévices et de mauvais traitements devaient être exorcisés ce jour-là. Pour finir, l'homme serait le maître, et la bête humaine reprendrait la place qui était la sienne. Les fugitifs eurent beau faire, ils étaient trop lents pour battre les indigènes à la course, et bientôt, dans tous les recoins de la forêt dense, résonnait l'exultation des vainqueurs, les vibrations des arcs et les chocs sourds des corps qui tombaient des arbres. Je marchais à la suite de nos troupes lorsque Lord John et Challenger vinrent nous rejoindre. « C'est terminé, » dit Lord John. « Je suis d'un avis qu'on les laisse faire le ménage, et peut-être que moins on en verra, mieux on dormira. » Les yeux de Challenger brillaient d'une soif meurtrière. « Nous avons eu le privilège, » s'écria-t-il en se pavanant comme un coq de combat, « de participer à l'une de ces batailles historiques décisives, les batailles qui ont déterminé le destin du monde. Dites-moi, mes amis, que représente la conquête d'un pays par un autre, c'est insignifiant, et le résultat est toujours le même. Mais ces féroces combats, lorsqu'à l'aube des temps, l'homme des cavernes tenait tête au tigre à dents de sabre, ou quand l'éléphant pour la première fois trouva son maître, ça, c'était de vraies conquêtes, des victoires dignes de ce nom. Par un étrange concours du destin, nous avons assisté et même pris part à l'une de ces conquêtes, et désormais sur ce plateau, le futur appartiendra à l'homme. Il fallait une foi solide dans la faim pour justifier de tels moyens. Alors que nous traversions la forêt, nous trouvâmes des hommes singes gisant en tas, transpercés de lances et de flèches. Ici et là, un petit groupe d'Indiens anéantis marquait l'endroit où un anthropoïde aux abois avait vendu chèrement sa vie. Et devant nous, retentissaient encore les hurlements et les rugissements qui indiquaient la direction de la poursuite. Les hommes singes avaient été repoussés jusqu'à leur village, où ils livrèrent leur dernier combat, mais une fois encore ils furent défaits, et finalement, nous arrivâmes juste à temps pour voir la plus horrible des scènes. Ils étaient 80, peut-être même une centaine de mâles, les derniers survivants. Ils avaient été conduits dans cette même clairière qui jouxtait le bord de la falaise, le théâtre de nos propres exploits 2 jours plus tôt. À notre arrivée, les Indiens, un demi-cercle de combattants armés de lances, les avaient entourés, et d'ici 1 minute tout serait fini. 30 ou 40 moururent sur place. Les autres, criant et se débattant à coups de griffes, furent poussés et tombèrent dans le précipice, comme jadis leurs propres prisonniers, avant de s'écraser 200 mètres plus bas sur les pointes de bambou. Il arriva ce que Challenger avait prédit, et le règne de l'homme fut instauré à jamais sur la terre de Mapplewhite. Les mâles furent exterminés, Singeville fut détruite, les femelles et les jeunes furent emmenés comme esclaves, et cette rivalité qui durait depuis des siècles s'acheva dans un bain de sang. La victoire eut pour nous de nombreux avantages. Nous pûmes retourner à notre campement et accéder à nos provisions. Aussi, nous fûmes en mesure de communiquer avec Zambo, qui avait été terrorisé par le spectacle d'une avalanche de singes tombant depuis le haut de la falaise. « Pâtez, messieurs, pâtez !» cria-t-il, les yeux pratiquement sortis de la tête. « Si vous restez, le diable vous attrape !»« C'est la voix de la raison, » affirma Summerlee. « Nous avons eu assez d'aventures, et elles ne conviennent ni à nos tempéraments, ni à notre rang social. Je vous demande d'honorer votre parole, Challenger. À partir de maintenant, vous consacrez votre énergie à nous faire sortir de ce pays abominable, et vous nous ramenez à la civilisation.